Il y a une vérité inconfortable que la plupart préfèrent ignorer. Parler trop coûte souvent cher. Dans un monde qui récompense l'exposition constante et l'opinion sans filtre, la véritable force réside chez ceux qui savent quand se taire. Je ne parle pas de retrait ni de peur, mais d'une discipline mentale qui choisit le silence comme stratégie, non comme refuge. Les stoïciens le savaient déjà. L'autocontrôle commence par la bouche. Pendant que d'autres cherchent la validation à chaque mot, ceux qui maîtrisent la règle des 3 silences avancent sans être détectés, observent sans être jugés et résistent sans être provoqués. Garder le silence lorsque vous réalisez quelque chose d'important vous protège des fractures de l'ego et des intentions des autres. Se taire face à la colère vous sauve de dettes émotionnelles qui coûtent ensuite trop cher. Et garder la vérité pour soi, lorsque la partager ne ferait qu'alimenter le chaos, est un signe de pouvoir, non de lâcheté. Le silence, bien appliqué, est un filtre de maturité et une barrière contre la manipulation. Ne vous y trompez pas. Être discret ne vous rend pas invisible, cela vous rend plus difficile à déchiffrer. La prochaine fois que vous ressentirez cette impulsion de parler, rappelez-vous que le silence communique aussi. Et parfois, dites exactement ce que vous devez dire. Parler moins n'est pas perdre du pouvoir, c'est l'affûter. Pour beaucoup, se taire est abandonner. Pour les forts, c'est choisir le moment exact d'agir. 1. Parle seulement quand c'est indispensable. Il y a des moments aussi simples que ce café entre amis, une réunion de travail ou le temps passé en famille autour de la table. Quelqu'un lance un commentaire, un autre partage une petite victoire et la conversation s'écoule comme toujours. Rapide, automatique, prévisible. Tu sens en toi l'élan d'intervenir, d'ajouter quelque chose, de raconter ta version ou de faire savoir que tu sais aussi, que tu réussis aussi, que tu comptes aussi. La pression interne est presque physique, une inquiétude sourde, comme si ta valeur dépendait de ne pas rester silencieux. Et pourtant, à cet instant, tu gardes le silence. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu commences à comprendre que tout ce que tu penses n'a pas besoin d'être mis en mots. Parler seulement quand c'est indispensable est une discipline intérieure que personne n'applaudit, mais qui transforme ta relation avec toi-même. Beaucoup d'entre nous portent la croyance, installée depuis l'enfance, que celui qui parle le plus est celui qui commande, que celui qui donne son avis est celui qui compte le plus, et que rester silencieux équivaut à être exclu du jeu. Mais avec le temps, tu observes l'usure invisible que laisse cette urgence d'intervenir dans tout. Chaque mot inutile est une petite fuite d'énergie. Chaque commentaire superflu, un investissement émotionnel qui revient rarement avec des intérêts. Et peu à peu tu comprends. Le silence n'est pas vide, c'est du contrôle. Il ne s'agit pas de te réprimer par peur ou par insécurité. C'est la conscience que tes mots, quand ils sont vraiment nécessaires, pèsent plus. Le premier à apprendre de cet effort, c'est toi-même. En te taisant, tu détectes mieux les filtres mentaux qui déforment ce que tu entends et ce que tu ressens. Tu reconnais tes propres désirs d'approbation et la peur de ne pas être vu. Dans cet espace que tu laisses entre l'élan et l'action, surgit une nouvelle force, celle de choisir quand parler et quand ne pas le faire. Le silence stratégique n'est pas de la froideur, mais de l'intelligence. Celui qui maîtrise quand parler et quand se taire entraîne son caractère avec la même discipline que celui qui renforce un muscle. Ce n'est pas que tu deviens invisible, tu deviens plus pertinent. Ta voix cesse d'être un bruit de plus et devient un outil précis, de ceux que tu utilises seulement quand c'est vraiment nécessaire. Parler moins ne te retire pas de la valeur sociale, même si parfois l'anxiété dit le contraire. Au contraire, cela te confère une présence plus solide. Il est facile de se laisser emporter par le réflexe de commenter, d'opiner, d'expliquer chaque pas que tu fais. Mais chaque fois que tu choisis le silence indispensable, tu montres que tu ne dépends pas de la réaction des autres pour valider ce que tu penses ou fais. Seul celui qui se sent faible a besoin de se justifier tout le temps. Parler seulement quand c'est indispensable est une forme de respect, d'abord envers soi-même et ensuite envers les autres.
Parce que tu reconnais que tu n'as pas besoin de gagner de l'espace avec des mots de remplissage, ni d'entrer dans la compétition subtile de celui qui s'impose en parlant plus fort. Apprendre à garder le silence, c'est accepter qu'il y a des décisions qui coûtent parce qu'elles t'obligent à tolérer ton propre inconfort. Mais c'est le prix de la maturité émotionnelle. Tolérer le poids de ne pas intervenir dans tout, de ne pas toujours chercher le dernier argument, de ne pas craindre le vide de la pause. Le silence communique aussi, mais seul le sage le comprend. C'est l'une des phrases qui change la façon dont tu te relis au monde. Se taire n'est pas disparaître, c'est choisir quand être vraiment présent. Si tu parles seulement quand c'est indispensable, tes mots cessent d'être une dette et deviennent un investissement. Ainsi se renforce la présence, ainsi on devient moins vulnérable et plus difficile à manipuler. Dans un monde qui récompense l'exposition constante, celui qui sait se taire gagne un avantage que la plupart ne soupçonnent jamais. 2. Protège tes projets avec une discrétion constante. Je reconnais à quel point il est inconfortable de l'admettre, mais il y a une part de moi qui, dès qu'elle sent que quelque chose se passe bien, qu'un plan commence à prendre forme ou que j'avance, même un peu, a envie de le crier. Pas par vanité, mais par un besoin presque enfantin de recevoir une validation immédiate, de m'assurer que quelqu'un d'autre voit que je ne tourne pas en rond. C'est un réflexe appris. L'impulsion de partager le projet, l'objectif ou même la simple intention, comme si en le mettant à l'extérieur, cela devenait plus réel, plus solide. Cependant, chaque fois que je cède à cette urgence, je finis par faire face à une sorte de gueule de bois psychologique. L'énergie dont j'avais besoin pour continuer à avancer se dilue, et au lieu de me sentir plus fort, je me sens plus exposé. Il y a un coût caché à parler trop de ce qui n'est pas encore construit, et ce coût se paie avec la motivation, la concentration et l'autonomie. Lorsque tu analyses les causes de ce mécanisme, tu vois que la culture récompense l'exposition. On nous a appris que partager nos objectifs est un signe de sécurité, de confiance, de mentalité de réussite. Mais en réalité, chaque fois que tu exposes un plan trop tôt, tu ouvres une porte inutile à l'opinion des autres, au doute que les autres projettent, à la tentation de justifier chaque pas que tu n'as même pas encore fait. Il ne s'agit pas de paranoïa, ni de voir des ennemis partout, c'est une question de stratégie. La discrétion n'est pas seulement un acte d'humilité, c'est aussi une forme de protection mentale. Parler de tes projets active l'attente, et avec elle, la pression de devoir prouver. Ce qui était un désir authentique se transforme en une obligation sociale, et le processus personnel se contamine avec l'anxiété de ne pas échouer aux yeux des autres. Lorsque tu tombes dans ce cycle, tu perds le contrôle de ton propre rythme. Le plan cesse de t'appartenir. La conséquence est directe et brutale. Plus tu parles de ce que tu feras, moins tu fais. Il y a un transfert d'énergie que presque personne n'analyse. La satisfaction que tu devrais réserver pour la réalisation réelle est avancée et gaspillée dans l'anticipation verbale. Le cerveau reçoit la récompense trop tôt et l'engagement interne s'affaiblit. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'intentions se dégonflent à peine nous les nommons. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la psychologie pure. L'exposition prématurée te vole du carburant. De plus, lorsque les gens connaissent tes mouvements, des jugements, des comparaisons et des attentes surgissent automatiquement. Certains se réjouissent, d'autres projettent leurs insécurités et doutent sur toi, d'autres se sentent directement frustrés. Tu ne peux pas contrôler le filtre avec lequel ils regardent tes projets, mais tu peux choisir combien tu laisses voir. Protéger tes projets dans le silence est, en essence, blinder ta motivation contre l'usure inutile. Choisir la discrétion constante implique d'accepter l'inconfort de ne pas recevoir de reconnaissance immédiate. C'est un exercice inconfortable car il t'oblige à valider ton propre processus sans renforcement externe. Mais cet inconfort est ce qui renforce l'indépendance mentale. Le progrès qui se protège dans le silence se sent plus authentique. L'avancement est plus stable car il est moins contaminé par le regard des autres.
Garder le silence ne signifie pas cacher par peur, mais protéger ce qui est encore en construction. Le secret devient plus fort. Lorsque tu gères tes projets avec cette discipline, tu deviens moins vulnérable à l'interférence, au sabotage involontaire et aussi à l'usure émotionnelle produite par la comparaison sociale. Le silence stratégique ne te protège pas seulement des autres, il te protège de toi-même, de ta propre tendance à disperser de l'énergie dans le spectacle verbal. Il n'y a pas de raccourci pour maîtriser cela. C'est une décision quotidienne. Veux-tu avancer ou préfères-tu impressionner ? La véritable sécurité réside dans la capacité à progresser sans témoin, à soutenir l'effort sans besoin d'applaudissements. Lorsque tes réalisations parlent enfin pour toi, l'effet est irréversible et personne ne peut te l'enlever. La discrétion constante est un filtre qui sépare la motivation authentique du besoin artificiel d'approbation. C'est la différence entre construire en privé et vivre en attente de la réaction des autres. En pratique, parler moins de tes projets est une forme de respect envers ton propre processus. Personne ne peut attaquer ce qu'il ne connaît pas, et personne ne peut freiner ce qu'il n'a pas vu venir. La clé est simple mais exigeante. Protège tes avancées comme tu protèges ta dignité. L'exposition anticipée est une dette émotionnelle. La discrétion, en revanche, sera toujours un investissement. 3. N'annonce pas tes réussites trop tôt. Rien n'affaiblit plus que de célébrer la victoire avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. C'est l'erreur que beaucoup commettent sans même s'en rendre compte. Ils annoncent leur réussite trop tôt, convaincus que partager leur progression les rend plus forts, plus visibles, plus importants. Mais voici le piège. Ce que tu annonces avant de le consolider, tu l'exposes au jugement des autres. Tu l'exposes à l'énergie du doute, de l'envie et de la pression que tu n'as pas demandé. Le besoin de reconnaissance rapide est une fracture de caractère, un signe que tu dépends trop du regard des autres pour te soutenir. Il ne s'agit pas de fausse humilité, ni de se cacher. Il s'agit de comprendre le mécanisme interne qui te sabote. Quand tu parles de tes avancées avant qu'elles ne soient réelles, tu te précipites psychologiquement vers une récompense que tu n'as pas gagnée et tu te vides de l'intérieur. C'est comme dépenser son salaire avant de l'avoir touché, tu te retrouves à devoir de la motivation, à devoir des résultats. Beaucoup justifient cette urgence par des phrases comme « si je le raconte, je m'engage davantage » ou « j'ai besoin de soutien pour continuer ». Mensonge. Ce que tu cherches, ce n'est pas du soutien, c'est de la gratification instantanée. Et cette gratification est bon marché, dure peu, et te laisse plus faible que tu ne l'étais. Tu te convaincs que partager tes étapes te donne de l'élan, mais en réalité, cela te fragmente. Tu perds de la force, parce que ton objectif n'est plus seulement le tien. Tu l'as partagé, tu l'as rendu public, et chaque regard extérieur devient un juge invisible qui te prive de liberté d'action. C'est la dette que personne ne te dit que tu paies, une dette émotionnelle qui grandit avec chaque annonce inutile. Pour chaque réussite que tu anticipes en mots, tu renonces à une portion d'énergie que tu pourrais investir pour la rendre réelle. Le mérite ne se crie pas, il se prouve. Et celui qui ne comprend pas cette vérité est condamné à vivre des attentes des autres et non de ses propres conquêtes. La société te vend le piège de l'exhibitionnisme. Si tu ne montres pas, tu n'existes pas. Si tu ne parles pas, tu n'avances pas. Mais derrière ce bruit, il n'y a que de l'anxiété mal déguisée, une insécurité maquillée de transparence. Personne de fort n'a besoin d'annoncer chaque pas. Personne de sûr ne ressent l'urgence d'être applaudi trop tôt. Le véritable progrès se construit dans le silence, et ce silence est inconfortable, car il t'oblige à te confronter à toi-même, à te soutenir de l'intérieur sans témoin, sans renforts externes. Il est facile de déguiser la faiblesse en sincérité, mais quand tu tombes dans ce piège, tu deviens esclave de la réaction des autres. Tu cesses d'avancer par passion et commences à agir pour satisfaire des attentes. Ce n'est pas une croissance, c'est une dépendance. Celui qui annonce ses réussites trop tôt perd son avantage. Tu deviens prévisible, manipulable et, le pire, vulnérable à la pression d'échouer en public.
Combien de projets meurent parce qu'ils ont été exposés trop tôt et que l'usure de justifier chaque étape a fini par épuiser la motivation. Le processus a besoin d'espace pour mûrir. Les victoires prématurées ne sont que de la fumée. Le chemin solide est celui de la discipline silencieuse, celle qui ne cherche pas de témoins ni n'a besoin d'applaudissements. Le véritable progrès ne dépend pas de la publicité, mais de la constance sans spectateurs. Le fruit silencieux est le plus difficile à arracher. La vie ne récompense pas celui qui crie ses avancées, mais celui qui les défend contre l'usure extérieure. Si tu t'efforces de cacher tes mouvements, non par peur, mais par respect pour ton propre processus, tu découvres une sécurité que personne ne peut te ravir. Arrête de donner ton énergie en échange de reconnaissance vide. Tu ne dois d'explication à personne sur ce que tu es en train de construire. Fais-le en silence, fais-le avec fermeté, et quand le résultat sera impossible à ignorer, qu'il parle de lui-même. Ne confonds pas visibilité et pouvoir. Le véritable pouvoir est d'avancer sans être interrompu. La prochaine fois que tu ressentiras cette impulsion d'annoncer ton succès trop tôt, souviens-toi, ce que tu protèges en silence grandit plus fort. Ce que tu exposes trop tôt s'affaiblit. Que tes réussites parlent, pas ton anxiété. 4. Répondre à la colère avec une calme absolue. En surface, une discussion animée ressemble à un échiquier où les pièces se déplacent rapidement, poussées par des mains tremblantes et des regards fixés. Le geste des sourcils froncés, le poing qui se serre sous la table, la mâchoire serrée comme si elle mordait un morceau d'acier invisible. C'est le théâtre de la colère, où le corps prend le contrôle et l'esprit devient spectateur. La provocation arrive, des mots tranchants, des gestes méprisants, le ton qui monte d'un demi-ton, et tout en toi réclame la réplique. Tu sens des picotements dans les bras, la poitrine se tend, le sang monte au visage. Autour de toi, l'atmosphère devient lourde. Le silence se déchire en morceaux et la présence de la tension devient tangible, presque comme un courant électrique qui traverse la pièce. Mais dans cet espace apparaît la première possibilité de pouvoir réel. Ne pas bouger, ne pas répondre, ne pas offrir à l'autre le spectacle de ta réaction. Répondre à la colère avec une calme absolue n'est pas un acte passif, loin s'en faut, ni une soumission. C'est une décision soutenue par des muscles invisibles, un entraînement qui exige plus de force que n'importe quelle explosion. Parce que la colère des autres est une invitation. Elle veut t'entraîner, elle veut te transformer en reflet, en écho de sa maladresse. La plupart tombent dans le piège, répondent automatiquement et paient ensuite la facture avec des remords, des explications et de l'épuisement. Mais celui qui apprend à se contenir, même s'il ressent à l'intérieur le poids de 1000 mots non dits, découvre un avantage qui n'est pas évident au premier abord. Le calme devient un bouclier silencieux, un filtre qui laisse passer l'essentiel et rejette le poison. Tu peux observer comment l'autre s'agite, comment sa respiration s'accélère, comment il cherche ta réaction comme quelqu'un qui a besoin d'oxygène. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de ne pas devenir la marionnette des provocations des autres. Le calme est un pouvoir en état pur. C'est l'une de ces phrases qui traverse la peau. Celui qui maîtrise sa réaction, maîtrise la situation. La plupart craignent de rester silencieux face à l'agression par peur de paraître faible, mais c'est le contraire qui se produit. Celui qui répond avec colère se montre vulnérable, expose son talon d'Achille, révèle que n'importe qui peut le manipuler s'il sait quel bouton presser. En revanche, la personne qui se maintient, qui garde une respiration lente, qui ne hausse pas la voix ni ne change de posture, devient imprévisible et surtout respectée. Le calme absolu n'est pas froideur, c'est un autocontrôle raffiné. Ton interlocuteur peut remarquer la fermeté dans ton regard, la tranquillité de ton corps, la certitude que tu ne vas pas entrer dans le jeu. Cette neutralité désarme, confond, oblige l'autre à se voir dans son propre miroir de désordre. À ce moment de pause, tu récupères la marge de manœuvre que beaucoup perdent pour toujours. Tu cesses d'être réactif
pour devenir l'architecte de la conversation. Celui qui contrôle sa réponse, contrôle le résultat. Dans la vie quotidienne, cette règle te sauve de conflits inutiles et de regrets pesants. Il est facile de céder à l'impulsion quand quelqu'un te provoque au bureau, à la maison ou même dans la rue. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, même si à l'intérieur tu ressens le feu sur ta langue et la pression dans tes veines, tu investis dans la dignité. Le calme absolu face à la colère des autres est une discipline inconfortable, car elle exige d'avaler sa fierté et de maintenir le silence sans attendre de reconnaissance. Mais ce silence te protège d'être entraîné dans des guerres qui ne te concernent pas, d'être piégé dans des batailles qui ne valent pas la peine. Personne ne peut t'utiliser comme un outil si tu ne te prêtes pas au jeu de l'affrontement. Le véritable respect naît de la capacité à ne pas réagir comme on s'y attend. C'est ce type de force qui n'est pas visible, mais qui se ressent. Le silence face à la colère n'est pas vide. C'est une déclaration que ta valeur ne dépend pas de gagner une discussion, mais de ne pas te perdre en elle. 5. Ne révèle pas des vérités qui n'apportent rien. Il existe des vérités qui ne détruisent que. Dire tout ce que tu sais, révéler chaque information gênante ou chaque erreur d'autrui ne te rend pas authentique ni ne te donne une supériorité morale. Cela te rend imprudent, voire dangereux pour toi-même. L'impulsion de tout avouer, d'exposer ce que quelqu'un t'a confié ou ce que tu as découvert par toi-même, naît souvent d'une anxiété mal gérée, le besoin de te sentir pertinent, de prouver que tu as accès à des informations précieuses, de faire une différence dans un groupe ou dans une relation. Mais cette urgence est un piège. Ce que tu lâches sans nécessité peut se retourner contre toi, et cela finit presque toujours par arriver. Garder certaines vérités est un test de caractère, une frontière mentale où se mesure ta capacité à gérer le pouvoir et la responsabilité sans devenir un canal de destruction. L'esprit, lorsqu'il détecte une vérité gênante, quelque chose que tu pourrais utiliser pour gagner une discussion, pour mettre quelqu'un dans l'embarras ou simplement pour te sentir supérieur, active une série de mécanismes automatiques. La tentation de tout révéler apparaît, d'être celui qui met les cartes sur la table, comme si cela te donnait un contrôle réel sur la situation. Mais ce que personne ne te dit, c'est qu'en révélant des vérités qui n'apportent rien, tu ouvres des blessures qui ne se referment pas facilement. Tu exposes les autres et tu t'exposes toi-même. La confiance est une monnaie qui s'épuise rapidement et qu'il faut des années à reconstruire. Une fois que tu l'as perdue parce que tu n'as pas su te taire, la facture émotionnelle arrive avec des intérêts. Celui qui sait se taire sait protéger. Cette phrase devrait être la base de toute relation saine et de toute stratégie personnelle. Le désir de révéler des vérités cache parfois une insécurité, une peur de rester à l'écart ou de paraître naïf. C'est une sorte de bouclier. Si je montre que je sais tout, personne ne peut l'utiliser contre moi. Mais en agissant ainsi, tu renonces à un avantage silencieux. L'information est un pouvoir seulement quand tu sais quand l'utiliser et quand la garder pour toi. Tout ce que tu penses n'a pas besoin d'être rendu public. Toutes les vérités ne s'additionnent pas. Certaines ne font que fatiguer. En fait, tout révéler est souvent un symptôme de faiblesse. L'incapacité de supporter le poids de ce que tu sais sans chercher un soulagement immédiat. Maîtriser le silence face à la vérité gênante est une forme supérieure d'intelligence émotionnelle. Cela te permet d'observer sans intervenir, d'analyser sans te trahir, de décider sans laisser la pression interne te dominer. C'est l'entraînement d'un muscle que peu développent, la retenue. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des moments où tu pourrais démasquer quelqu'un, gagner une discussion ou te montrer comme le plus informé, et pourtant, tu choisis de ne pas le faire. Non par lâcheté, mais parce que tu comprends que toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées et que la vérité mal administrée est plus toxique que le mensonge. La plupart des gens craignent de devenir complices en se taisant, mais la véritable complicité réside dans l'utilisation du silence pour protéger ce qui compte.
la stabilité, la confiance et surtout ta propre intégrité. Si chaque fois que tu sais quelque chose, tu décides de le lâcher, tu finis seul et pire encore, tu perds le respect des autres et le contrôle sur toi-même. Le silence face à la vérité est un signe de pouvoir. C'est une forme de force qui ne se voit pas, mais qui se ressent. Le défi est de supporter le poids de la vérité sans laisser l'impulsion de l'exposer te consumer. C'est inconfortable, oui, car cela t'oblige à vivre avec des informations qui pourraient changer des dynamiques, mais qui n'améliorent pas nécessairement les choses en étant mises en lumière. La valeur réside dans le discernement de quand une vérité apporte quelque chose, et quand elle ne sert qu'à alimenter la tension, à générer de la méfiance ou à détruire des liens. Au final, ce n'est pas ce que tu sais qui te définit, mais ce que tu décides de faire avec cette connaissance. La maturité consiste à être le gardien, non le porte-parole, des vérités qui ne construisent pas. Si tu parviens à maîtriser ce silence, tu deviens moins prévisible, plus respecté et presque impossible à manipuler. La vie ne récompense pas celui qui dit tout, mais celui qui sait quand se taire. 6. Observez davantage, interprétez avant d'agir. Vous franchissez la porte d'une pièce, qu'il s'agisse d'un bureau, d'une maison étrangère ou d'un wagon de train. Et la première chose que vous remarquez n'est pas toujours ce qui se dit, mais ce qui se passe pendant que les autres pensent que personne ne les observe. Certaines personnes consultent leur téléphone avec un froncement de sourcils, d'autres se jettent des regards furtifs, un geste minimal d'inconfort ou un sourire qui dure à peine une seconde de plus que la normale. Il est facile de passer à côté de ces détails, surtout si votre esprit saute directement à l'interprétation. Il ne m'a pas salué, il doit être fâché. Ce commentaire était pour moi. Ici, je ne suis pas bien vu. L'impulsion de lire la situation et d'agir en conséquence est presque automatique. Répondre avec froideur, se justifier à l'avance, changer de posture pour s'adapter. Mais si vous vous arrêtez un instant, si avant de réagir, vous choisissez d'observer vraiment et de suspendre votre jugement, vous commencez à remarquer que la plupart des interprétations immédiates ont peu de fondement et que vos propres réactions sont souvent des reflets d'insécurités anciennes, non de réalités objectives. L'esprit humain, par conception, déteste l'incertitude. Face à tout geste ambigu, il invente des explications rapides, car il lui est insupportable de ne pas savoir où il en est. C'est un mécanisme de défense. Essayez de tout comprendre instantanément pour réduire l'anxiété de l'inconnu. Mais ce mécanisme est aussi un piège. Lorsque vous vous précipitez à interpréter, vous comblez les vides avec vos peurs, vos expériences passées, vos préjugés. Chaque fois que vous répondez à une situation sans l'avoir observée en profondeur, vous multipliez la probabilité d'erreur et de regret. Celui qui passe à l'action sans analyser d'abord paie le prix de se battre dans des batailles inutiles ou de porter le poids de la culpabilité d'avoir mal interprété. C'est pourquoi le véritable pouvoir réside dans le fait de s'arrêter suffisamment longtemps pour voir ce que les autres ne voient pas. Les schémas derrière les gestes, la cause cachée d'une réaction, la différence entre une menace réelle et une simple projection mentale. Observer davantage et agir après avoir correctement interprété n'est pas seulement une question d'intelligence sociale, c'est une stratégie de survie psychologique. La personne qui maîtrise cette habitude est moins manipulable, car elle ne se laisse pas entraîner par des provocations superficielles, ni par la pression sociale de répondre instantanément. Elle détecte les jeux subtils, prend conscience des motivations non explicites et surtout économise de l'énergie en ne l'investissant pas dans des scénarios faux. Ici, l'une des compétences clés de la maturité s'entraîne, la capacité à supporter l'inconfort de ne pas savoir et à résister à l'urgence de tirer des conclusions rapides. Vous analysez, comparez, consultez votre expérience et seulement après vous choisissez comment agir. L'interprétation hâtive est la racine de la plupart des conflits. Cette phrase devrait être gravée dans l'esprit de quiconque cherche la paix et la clarté. Il y a un autre avantage. Lorsque vous observez davantage et agissez moins par impulsion,
Vous construisez une réputation de personne difficile à lire, ce qui vous protège de ceux qui cherchent à manipuler par des jeux émotionnels. Vous n'êtes pas prévisible, vous ne donnez pas vos réactions, et cela vous rend plus respecté et moins vulnérable. Mais surtout, vous devenez plus maître de vos décisions, car vous les prenez à partir de l'information, non de l'angoisse ou de la peur. La plupart des crises personnelles ne naissent pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de l'interprétation que vous fabriquez à partir de données incomplètes et d'émotions non gérées. Si vous parvenez à retarder le jugement et à regarder un peu plus loin que la surface, vous vous épargnez des inimitiés, des culpabilités et des regrets. D'abord observez, ensuite interprétez, puis agissez. C'est la séquence qui renforce le caractère et protège votre paix mentale. Personne ne dit que c'est confortable. Il y aura des moments où la pression de répondre rapidement sera insupportable, où votre corps exigera que vous interveniez ou clarifiez immédiatement. Mais c'est là que se mesure la discipline. Dans la capacité à supporter le poids de l'interprétation en attente, à tolérer l'ambiguïté, jusqu'à avoir suffisamment de données pour décider. Celui qui maîtrise cette étape, dans n'importe quel domaine, familial, professionnel, émotionnel, devient moins réactif et plus stratégique. Le silence, dans ces cas, n'est pas une évasion, c'est un outil d'analyse et de pouvoir. Au final, celui qui observe davantage et agit moins par impulsion finit par gagner du temps, du respect et de la liberté. La patience dans l'interprétation est une forme de blindage émotionnel. Ne donnez pas votre réaction au premier qui vous la demande. 7. Le silence renforce ta position réelle. J'ai du mal à l'admettre, mais la vérité est que j'ai été de ceux qui croient que si tu ne parles pas, tu restes en arrière. Que si tu n'interviens pas, tu deviens irrélevant, et que si tu ne fais pas acte de présence, les gens te dépassent, simplement. Cette peur de passer inaperçu, de perdre des positions dans n'importe quel groupe ou contexte est plus courante qu'on ne veut l'accepter. Mais ce que personne ne te dit, c'est que cet élan de vouloir se faire remarquer, de laisser clairement entendre que tu existes, est le piège le plus maladroit que tu puisses tendre à ton propre caractère. Ce qui affaiblit vraiment ta position, ce n'est pas le silence, mais l'anxiété de devoir prouver constamment que tu as une place. Parler par peur d'être invisible est la confession la plus brutale d'insécurité. Celui qui a besoin de se réaffirmer à chaque instant le fait parce qu'au fond, il sait que sa position est fragile. Ce que tu ne comprends pas ou refuses d'accepter, c'est que plus tu t'efforces d'être vu, plus il est facile de te faire écarter. Les gens justifient souvent leur verbiage avec le récit de la transparence, de la participation ou de l'authenticité. Pure façade. La plupart parlent trop parce qu'ils ne supportent pas l'idée de ne pas être pris en compte. Mais le respect réel ne se gagne pas en remplissant l'air de mots. Il se mérite par la capacité de savoir quand il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Le silence est le filtre naturel de l'autorité. Quand tu choisis de te taire, tu ne te retires pas de la scène, au contraire. Tu entraînes les autres à t'écouter seulement quand c'est vraiment nécessaire. Cela met mal à l'aise, car cela t'oblige à supporter l'anxiété de ne pas être validé à chaque instant. Mais c'est la clé. Si ta présence dépend du fait qu'on t'écoute à chaque seconde, tu n'as pas de présence, tu as juste du volume. Il y a une différence énorme entre être nécessaire et être notoire. Celui qui est nécessaire peut s'absenter et son poids reste là. Celui qui est seulement notoire disparaît dès qu'il cesse de faire du bruit. Cela s'applique à tout espace, au travail, dans ta famille, entre amis, même avec toi-même. Celui qui ne sait pas se taire, qui ne tolère pas d'être ignoré un moment, révèle sa faiblesse. Le silence n'est pas vide, c'est une stratégie. C'est la manière la plus percutante de renforcer ta position, car cela oblige les autres à te regarder sous un autre angle. Tu es celui qui ne s'épuise pas, celui qui choisit quand entrer et quand se retirer, celui qui ne se dévalue pas par une surexposition. Celui qui se tait quand il le faut, crée de l'attente, multiplie la valeur de chaque mot et surtout protège son intégrité de l'érosion quotidienne du commentaire inutile.
Ce n'est pas de la chance, c'est de la discipline. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu penses. C'est une phrase que tu devrais te tatouer mentalement chaque fois que tu ressens l'envie de donner ton avis par réflexe. La réalité est que le silence est ce qui sépare ceux qui ont une position réelle de ceux qui ne sont que de passage. Si tu parles moins, tu deviens moins prévisible, moins manipulable et, surtout, plus difficile à déplacer. Personne ne peut t'attaquer s'il ne sait pas exactement où tu es. Personne ne peut te déstabiliser s'il ne comprend pas quel est ton prochain mouvement. La surexposition est la plus grande faiblesse de cette époque. Tout le monde montre tout. Tout le monde explique trop. Tout le monde abandonne sa position par peur de la perdre. Mais le véritable pouvoir est celui qui se garde. Le silence te donne un avantage stratégique. Ce n'est pas un conseil bon marché, c'est une loi psychologique. Celui qui maîtrise le silence renforce sa place sans avoir à se battre pour elle à chaque conversation. Alors, la prochaine fois que tu ressens cette urgence d'intervenir juste pour marquer ton territoire, souviens-toi que la force ne se crie pas, elle se maintient dans le silence. La position qui compte vraiment est celle que tu n'as pas à défendre à chaque instant. Le silence, quand tu le choisis par conviction et non par peur, est ta meilleure armure. Parler moins, c'est montrer que tu sais qui tu es et où tu es, et que tu n'as pas besoin de l'approbation constante pour te le rappeler. Au final, la véritable autorité est celle qui n'a pas peur du vide. Si tu es capable de supporter l'inconfort de ne pas être validé tout le temps, tu découvres que le silence non seulement renforce ta position, il la rend inexpugnable. 8. Fais de l'autocontrôle ta règle quotidienne. L'autocontrôle n'est pas de la retenue, c'est un pouvoir concentré. Observe quelqu'un qui maîtrise ses impulsions au milieu de la pression. La mâchoire serrée, les yeux immobiles, la respiration mesurée, bien que son environnement soit un nœud d'excitation. La tension est là, sous la peau, mais elle ne gouverne pas ses mouvements. Au bureau, quand tout le monde élève la voix pour défendre ses idées, cette personne reste silencieuse, évaluant chaque mot qui traverse la table, prenant note des gestes, mesurant les pauses que les autres remplissent d'anxiété. Quelqu'un lui lance une phrase cinglante, et sa réaction est à peine un clignement des yeux, un regard soutenu, aucun tremblement dans les mains. À la maison, alors que la discussion monte en intensité et que les mots fusent comme des projectiles, elle choisit de rester en retrait, recueillant les détails que les autres gaspillent entre cris et reproches. Dans la rue, face à la provocation gratuite d'un inconnu, sa réponse est le silence, le dos droit, la décision de ne pas offrir d'énergie à celui qui ne la mérite pas. Celui qui pratique l'autocontrôle n'est ni froid ni indifférent. C'est quelqu'un qui a appris à ne pas être esclave de ses impulsions ni marionnette des attentes des autres. Il y a un poids réel dans chaque instant d'autocontrôle. On le ressent dans la poitrine, dans la langue retenue, dans les poings qui ne se ferment pas, dans la posture qui ne se recroqueville pas face à l'attaque. C'est inconfortable, oui, car tout ton corps te demande d'intervenir, de répondre, de clarifier. Mais chaque fois que tu choisis de soutenir cet inconfort, tu renforces une barrière interne qui te protège de l'épuisement inutile et des fractures silencieuses dans le caractère. L'autocontrôle ne s'improvise pas, il se cultive dans le quotidien, dans les petits défis que personne n'applaudit. C'est cette seconde supplémentaire que tu te donnes avant d'émettre une opinion. Cette respiration profonde avant d'expliquer ce que tu sais, cette pause inconfortable qui te permet d'observer la scène complète avant d'intervenir. Se maîtriser dans les petites choses est une préparation pour les grandes. Celui qui se maîtrise lui-même a déjà gagné la moitié de la bataille. C'est une phrase qui marque la différence entre celui qui se laisse entraîner et celui qui décide de sa propre direction. L'autocontrôle se reflète dans des détails minimes. Choisir quand détourner le regard, combien de temps attendre avant de répondre à un message, résister à la nécessité de se justifier quand personne ne l'a demandé. C'est la discipline de ne pas partager tes projets avec ceux qui ne le méritent pas.
de ne pas livrer tes émotions à ceux qui ne les prennent pas en compte, de garder le silence, même quand tu pourrais avoir le dernier mot. Chaque fois que tu soutiens cet effort, tes gestes deviennent plus fermes, ta voix plus précise, ta présence plus dense. Tu ne deviens pas invisible, tu deviens inaccessible à la manipulation. C'est l'avantage de celui qui fait de l'autocontrôle une règle quotidienne. Il n'est pas à la merci du premier stimulus, il n'est pas prévisible, il ne se dévalue pas par une surexposition émotionnelle. La société célèbre le déchaînement et la transparence sans filtre, mais le véritable respect se gagne dans les moments où tu pourrais perdre le contrôle et choisis de ne pas le faire. Dans chaque conversation tendue, dans chaque provocation, dans chaque impulsion d'exhiber tes progrès, tu as l'opportunité de renforcer cette muraille interne. L'autocontrôle est ton assurance contre l'épuisement émotionnel, le filtre qui sépare ce qui ajoute de ce qui ne fait que te fragiliser. Ce n'est ni de la répression ni de la froideur, c'est l'intelligence de gérer tes ressources psychologiques comme celui qui prend soin d'un investissement précieux. L'autocontrôle est la forme la plus évidente de pouvoir personnel. Si tu le choisis chaque jour, sans exception, tes résultats cessent de dépendre du chaos externe et commencent à se construire à partir de la cohérence interne. Personne ne peut te prendre ce que tu construis en silence et défends avec discipline. Là se trouve la différence entre une vie gouvernée par des réactions et une dirigée par des décisions. Il y a des personnes qui ne cherchent pas votre bien, elles cherchent seulement votre accès. Parfois, la manipulation ne se manifeste pas par des crises ou des menaces, mais est enveloppée dans des phrases douces, des gestes de culpabilité ou des silences calculés qui pèsent plus que n'importe quel mot. À ce moment-là, votre capacité à rester ferme devient la seule véritable frontière entre votre dignité et l'usure constante de céder à ce qui ne vous appartient pas. Il ne s'agit pas de devenir insensible ni de durcir son caractère jusqu'à se briser, mais d'entraîner l'esprit à distinguer quelles charges vous appartiennent et lesquelles ne méritent tout simplement pas votre énergie. Le stoïcisme n'est pas une résignation, c'est une discipline de pouvoir intérieur. Il s'agit d'apprendre à dire non sans trembler, à maintenir votre décision pendant que l'environnement insiste pour la plier. Lorsque la pression émotionnelle tente de s'infiltrer par les fissures de votre insécurité, vous avez besoin d'outils clairs, de mots précis et de convictions pour maintenir vos limites. Défendre votre autonomie n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Il y a un coût psychologique chaque fois que vous cédez par peur du conflit. La dette s'accumule en anxiété, ressentiment et perte de contrôle sur votre propre vie. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de théories vides. Nous allons vous donner 10 phrases percutantes soutenues par la philosophie stoïque pour que vous puissiez protéger votre tranquillité sans tomber dans le drame ni dans le besoin de vous justifier. Personne d'autre ne va veiller sur votre intégrité si vous ne le faites pas. Si vous n'entraînez pas vos limites, d'autres entraîneront avec vous leur manipulation. 1. Décide sans te justifier face à la pression. La vérité est dure, mais tu dois l'accepter une bonne fois pour toutes. Si tu as besoin d'expliquer chaque décision que tu prends, tu as déjà perdu le contrôle, et tu le sais. Les gens le remarquent. Si tu te justifies à la moindre pression, tu offres ton autorité. Ta parole perd de son poids, et tu es à la merci des autres. Et ensuite, tu te demandes pourquoi on te manipule, pourquoi on te demande des choses, pourquoi on ne te respecte pas. Ce n'est pas parce que le monde est injuste, c'est parce que tu apprends aux autres que ton non est négociable, que tes raisons sont toujours ouvertes à l'examen, que tu as besoin de permission pour choisir. Ce n'est pas de la maturité, c'est de l'insécurité déguisée en gentillesse. Et la gentillesse mal comprise devient une condamnation à perpétuité à l'insatisfaction. Le stoïcisme le dit clairement. Le jugement que les autres portent sur tes choix ne t'appartient pas. Tu n'as pas à porter ce poids. Lorsque tu décides et ressens l'urgence de te justifier, c'est que tu cherches encore l'approbation ou que tu crains de perdre quelque chose. Acceptation, affection, tranquillité apparente. Mais tu ne peux pas être libre tant que ta paix dépend de l'approbation d'un autre. Chaque fois que tu t'expliques là où ce n'est pas nécessaire,
tu donnes à l'autre personne le levier pour te manipuler à sa guise. Pourquoi ne viens-tu pas? Pourquoi n'aides-tu pas? Pourquoi ne cèdes-tu pas? Et te voilà, tournant en rond, inventant des excuses, t'excusant de défendre ton propre bien-être. Crois-tu vraiment que quelqu'un va respecter tes limites quand toi-même tu ne les défends pas sans trembler? Décider sans te justifier n'est pas de l'arrogance, c'est une hygiène mentale. C'est savoir que ta vie n'est pas un tribunal où tu dois persuader chaque spectateur de la validité de tes actes. Si ta décision est réfléchie, si elle ne nuit à personne, il suffit de la maintenir. Non merci. Point. Tout argument que tu donnes après ne fait qu'alimenter le doute, ouvrir des fissures dans ton autorité et te laisser exposer au chantage émotionnel. Tu ne dois à personne un roman chaque fois que tu choisis quelque chose de différent de ce qu'on attend. Il y a des gens que tu ne convaincras jamais, et il y a des situations où la seule réponse digne est le silence. Chaque fois que tu te justifies, tu t'endettes émotionnellement. Et cette dette s'accumule jusqu'à ce qu'un jour, tu te noies dans le ressentiment et l'auto-tromperie. Les manipulateurs sentent cette faiblesse. Ils savent que s'ils poussent un peu, tu recules. S'ils remettent en question ta décision, tu t'effondres en expliquant. S'ils insistent, tu finis par céder. Mais lorsque tu maintiens ton non sans embellissement, lorsque tu refuses de te justifier face à la pression, quelque chose change. Le respect de soi s'entraîne comme un muscle. Au début, ça fait mal, puis ça te soutient. À la fin, tu réalises une vérité inconfortable, mais libératrice. Celui qui se justifie trop se rend petit. Décide et maintiens ta décision. Ne demande pas la permission de vivre ta propre vie. 2. Maintiens ton opinion sans chercher l'approbation. Parfois, je me surprends à tomber dans le piège d'acquiescer tout en me tordant d'inconfort à l'intérieur, simplement parce que quelqu'un fixe son regard sur moi, attendant que je cède, que je renonce à ce que je pense. Je ressens le poids exact de ce regard, la tension dans mes épaules, le geste forcé de courtoisie sur mon visage. À l'extérieur, il semble qu'il ne se passe rien, mais à l'intérieur, l'esprit travaille à toute vitesse, cherchant une sortie digne, un motif pour ne pas décevoir, une justification qui ne sonne ni lâche ni provocante. Il est inconfortable de réaliser combien de fois tu as adouci ton opinion juste pour que l'atmosphère ne devienne pas tendue, pour ne pas être étiqueté comme conflictuel ou difficile, comme si ton droit à voir les choses différemment était une menace pour l'harmonie. Il est facile de dire que tu ne te soucies pas de ce que les autres pensent, mais il y a une différence entre cela et ressentir cette pression directe, presque physique, d'être entouré d'attentes et de savoir que chaque mot que tu prononces peut briser le verre de la tranquillité apparente. Il y a une sorte de sueur froide dans l'âme lorsque tu cèdes et te trahis pour faire bonne figure, même dans des détails minimes. À ce moment-là, le stoïcisme n'est pas une théorie ancienne, c'est une nécessité urgente. C'est la différence entre te regarder dans le miroir avec respect ou avec une grimace tordue. Maintenir ton opinion sans chercher l'approbation ne signifie pas devenir une roche insensible ni un rebelle sans cause. C'est choisir calmement de ne pas baisser la tête lorsque tu sais ce que tu penses et pourquoi tu le penses. Les gestes le trahissent, la posture droite, le regard serein, les mains détendues, même si à l'intérieur tu dois dompter l'anxiété. C'est répondre fermement « Je respecte ton point de vue, mais je maintiens le mien ». Rien de plus. Sans fioriture, sans étirements inutiles, sans embellir la phrase pour qu'elle sonne moins dure. Le silence qui suit cette phrase peut être inconfortable, peut durer plus longtemps que prévu, mais c'est là que la dignité s'entraîne. La plupart des gens ne supportent pas ce vide et reviennent à la charge avec des arguments, des blagues, une pression subtile. Ne te laisse pas entraîner dans cette danse. Le respect de soi grandit dans ces secondes tendues, dans ces moments où tu maintiens ta position même si l'atmosphère se refroidit. Les manipulateurs, conscients ou non, cherchent cette insécurité. Ils tâtonnent, poussent, mesurent tes hésitations. S'ils détectent que tu as besoin de leur approbation, ils multiplient la pression.
C'est pourquoi il est vital d'entraîner la réponse courte, claire et sans anxiété. Je n'ai pas besoin de te convaincre, je suis juste honnête avec moi-même. Cette phrase, dite sans élever la voix, marque une limite invisible mais inébranlable. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la santé mentale. Protéger ton opinion, c'est protéger ta paix. Si tu cèdes, tu perds bien plus qu'une discussion. Tu perds la confiance en ton propre jugement. Personne ne va soutenir ton intégrité à ta place. Personne ne va valider ta perception si tu l'abandonnes en échange d'un sourire. Ne cherche pas l'approbation, cherche la cohérence. C'est la ligne qui sépare la maturité de la complaisance chronique. Entraîne-toi à maintenir tes idées sans chercher des applaudissements ni des permissions. La sérénité de celui qui ne quémande pas d'acceptation se ressent dans l'air. Elle est contagieuse et finit par attirer le respect, même si au début elle génère de l'inconfort. Il ne s'agit pas d'être inflexible, mais de ne pas te dissoudre chaque fois que l'environnement exige de la conformité. Celui qui apprend à soutenir ce qu'il pense sans avoir besoin d'applaudissements cesse d'être l'otage des attentes des autres. La liberté ne se mendie pas, elle s'exerce. 3. Choisis ton bien-être plutôt que l'inconfort des autres. Le bien-être personnel n'est pas négociable, c'est la base, la ligne qui sépare une vie vécue avec intention d'une existence entraînée par les attentes des autres. L'esprit est programmé depuis l'enfance pour prioriser le confort des autres. Ne fais pas de vagues, ne dérange pas, ne sois pas une source de mécontentement. Ce mandat devient automatique, une réaction d'autopréservation déguisée en éducation, et l'on finit par croire que être une bonne personne signifie ignorer son propre inconfort pendant que les autres se sentent tranquilles. Mais il y a un coup caché dans ce mécanisme. Tu avales le malaise, tu l'encapsules et tu cèdes de plus en plus d'espace sur ton propre terrain. Ce qui commence par « ce n'est rien, c'est juste un service » se termine par une routine de renoncement minime, jusqu'à ce que le corps te le fasse payer par de la fatigue et l'esprit, par des ressentiments dont tu ne sais même pas d'où ils viennent. Défendre tes limites n'est pas un acte d'égoïsme, c'est une déclaration d'existence. Si tu ne choisis pas ton bien-être, personne d'autre ne le fera. Observer son propre désir de plaire est inconfortable. C'est un reflet qui s'active chaque fois qu'une tension minimale surgit dans l'environnement. Un regard de désapprobation, une grimace, un silence pesant. Le cerveau interprète rapidement « mieux vaut céder, après je verrai comment je m'arrange ». Le problème est que ce « plus tard » n'arrive jamais. Il y a toujours une autre situation, une autre personne, un autre petit renoncement. Le stoïcisme le montre sans anesthésie. Personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. Quand tu choisis l'inconfort des autres pour ne pas ressentir le tien, tu cesses d'être l'auteur de ta vie et deviens un acteur secondaire des décisions des autres. La peur de décevoir, de créer de la distance, de ne pas être suffisant n'est que cela. Peur, pas réalité. C'est un investissement émotionnel qui ne rapporte jamais d'intérêt, seulement des pertes. L'esprit rationalise, cherche des excuses. Je ne veux pas être froid. Je ne veux pas qu'ils pensent que je ne me soucie pas. Mais chaque fois que tu sacrifies ta paix pour maintenir le calme des autres, tu te fragmentes un peu plus. La maturité émotionnelle consiste à supporter l'inconfort momentané de voir quelqu'un froncer les sourcils parce que tu n'as pas cédé. Parce que tu as choisi de dormir, de te reposer, de te déconnecter, de dire « aujourd'hui non ». Tu ne te dois pas à l'inconfort de l'autre, tu te dois à ton intégrité. Défendre son propre bien-être, c'est accepter que tu ne peux pas contrôler les émotions des autres, ni en être responsable. C'est pratiquer la phrase « Je comprends que cela te dérange, mais je prends soin de moi en choisissant ce dont j'ai besoin ». Ce n'est pas une explication, c'est une affirmation. C'est un muscle. Au début, ça fait mal, puis ça soutient. Le respect authentique vient d'un seul endroit, de soi-même. Si tu fais de ton bien-être une monnaie d'échange, tu finis d'évaluer. Choisis ta paix, même si cela signifie supporter le mécontentement des autres. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Ne sacrifie pas ta sérénité pour acheter la tranquillité des autres. Cette phrase fonctionne comme un filtre.
Si quelqu'un ne t'accepte que lorsque tu cèdes, il ne cherche pas ta compagnie, il cherche ta soumission. La dignité ne se mendie pas, elle s'exerce. Choisis de sentir le poids de l'inconfort momentané plutôt que l'épuisement chronique d'une vie qui n'est pas la tienne. Le bien-être personnel est la seule base solide pour toute relation saine, car seul celui qui prend soin de lui peut vraiment prendre soin des autres. 4. Ne sacrifie pas ton respect de soi pour personne. Un vendredi comme un autre, tu termines ta journée épuisé. Le téléphone vibre. Un message de quelqu'un qui s'attend toujours à ce que tu sois disponible, qui se vexe si tu ne réponds pas immédiatement ou si tu refuses une invitation. Tu lis la demande, un service, une sortie, quelque chose qui ne t'intéresse pas et qui ne te concerne pas, et tu ressens déjà la pression. Ce n'est pas seulement l'engagement extérieur, c'est cette voix intérieure qui te dit que tu devrais dire oui, que tu ne veux pas décevoir, que peut-être ensuite cela sera utilisé contre toi. Analyser ce petit instant révèle bien plus que ce qu'il n'y paraît. Ce qui est en jeu n'est pas la sortie ni le service, mais le respect de soi. Quand ton premier instinct est de céder pour éviter une réaction d'autrui, ce que tu fais réellement, c'est mettre ta dignité entre les mains de celui qui exige le plus. L'esprit, programmé par des années d'habitude, cherche le chemin rapide. Plaire, se conformer, se sacrifier un peu plus. Mais cette accumulation de petites concessions n'est pas innocente. Elle érode l'estime de soi et entraîne les autres à attendre toujours ta reddition. Le respect de soi fonctionne comme un système de défense psychologique. Il ne s'agit pas d'ego, il s'agit de donner de la valeur à la parole, au choix, au temps que tu as. Si tu renonces une fois, rien ne semble changer, mais la répétition crée une fracture dans le caractère. Chaque oui forcé mine la perception que tu as de toi-même et celle que les autres ont de toi. Le manipulateur n'a pas besoin de crier ni d'imposer. Il lui suffit de détecter où tu faiblis, d'anticiper ta peur du rejet, ta difficulté à maintenir une limite. C'est pourquoi il est vital d'observer avec honnêteté ce point aveugle. Le moment exact où tu préfères te perdre plutôt que de décevoir un autre. Il ne s'agit pas d'être inflexible, mais de comprendre que le respect de soi n'est pas une monnaie d'échange pour acheter l'acceptation, ni un outil pour éviter des conflits inconfortables. C'est le filtre qui définit quel type de relation tu construis et combien tu te valorises. Chaque fois que tu dis « je ne fais pas cela pour personne », si cela implique de me trahir, tu entraînes une forme de présence qui n'a pas besoin d'explication ni d'excuses. C'est une décision qui se maintient dans le silence, même lorsque l'autre insiste, manipule ou essaie de te faire sentir coupable. Céder par peur de perdre une relation ou l'estime de quelqu'un est un investissement émotionnel qui se termine toujours par une perte. Personne ne respecte celui qui se plie par principe. Si tu abaisses ton standard interne pour plaire, le résultat est une vie mesurée par la volonté des autres, pas par la tienne. Se respecter n'est pas de l'arrogance, c'est une survie psychologique. Le respect de soi ne se négocie pas, il s'exerce. C'est la ligne qui sépare ceux qui vivent avec intention de ceux qui survivent par des concessions. Si quelqu'un te demande de sacrifier ton intégrité pour maintenir la connexion, c'est une relation basée sur le chantage émotionnel, pas sur la reconnaissance mutuelle. On ne peut pas maintenir la dignité tout en vivant dans la peur du mécontentement d'autrui. Le respect de soi est la seule garantie que, quoi qu'il arrive, tu pourras te regarder avec honnêteté sans avoir à te demander pardon ensuite. Entraîne la réponse ferme et brève « je ne le ferai pas » ou « cela ne me correspond pas ». Ne vis pas pour éviter l'inconfort d'un autre au prix de te sentir vide. La véritable maturité consiste à supporter l'inconfort transitoire d'un conflit externe pour éviter l'usure chronique d'un conflit interne. Si tu sacrifies ton respect de soi une fois, le prix sera de plus en plus élevé. C'est la leçon que peu veulent apprendre, mais que personne ne peut éviter sans conséquence. 5.
Éloigne-toi des conversations irrespectueuses. Il y a des conversations qui ressemblent à respirer sous une couverture humide. Chaque mot pèse et t'étouffe. Chaque réponse que tu donnes se dilue dans une ambiance chargée de poison déguisé en dialogue. L'air s'épaissit de sarcasme, d'allusions, d'ironie bon marché ou de critiques lancées comme des hameçons, espérant que tu mords et que tu t'emmêles dans une discussion sans fin. Mais voici une vérité inconfortable. Si tu restes là, piégé dans l'échange, tu as déjà remis le contrôle. Tu n'es pas un otage de l'environnement, tu es complice de ton propre épuisement. L'excuse de « je veux clarifier les choses » n'est qu'un masque élégant pour la peur de te retirer, pour l'incapacité de reconnaître que ni la raison, ni la bonne volonté ne fleurissent dans la boue du manque de respect. Certains se trompent en croyant que la patience peut tout, que résister à une pluie de phrases blessantes est un signe de force, alors qu'en réalité, c'est une façon de permettre qu'on te piétine. Ne te méprends pas. Personne ne te paie pour être le sac de frappe émotionnel des autres. Si tu acceptes le manque de respect, si tu permets qu'on te parle mal, si tu restes à écouter des attaques personnelles, la seule chose que tu entraînes, c'est ta tolérance à l'abus. Et cela devient ensuite une addiction. Le corps s'habitue à l'inconfort. L'esprit apprend à justifier l'injustifiable. Et un jour, tu te retrouves à remercier des miettes de cordialité, comme si c'était des trophées. Ce n'est pas du courage de supporter la toxicité, c'est de la faiblesse déguisée en fausse maturité. Le stoïcisme est brutalement clair ici. Ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas t'altérer une seconde de plus que nécessaire. Personne n'est sorti indemne d'une discussion où le respect est déjà absent. Rester là assure seulement que tu finisses par perdre ton calme, à dire ce que tu ne voulais pas, ou pire, à croire ce que tu n'as jamais été. Espères-tu que l'autre change parce que tu supportes? Illusoire. La dignité ne se discute pas, elle se défend. Et parfois, la seule défense est de se lever et de partir, de couper l'appel, de laisser le message sans réponse, de regarder dans les yeux et de dire « Je ne participe pas à des conversations où il n'y a pas de respect. » Point. Ne t'en mêle pas dans des explications, ne mendie pas de compréhension. Si tu dois demander du respect, tu l'as déjà perdu. Celui qui insiste pour rester et se battre pour un terrain pourri finit empoisonné. Le retrait n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. Quand tu t'éloignes, tu marques une limite qui n'a pas besoin de longs discours ni de justification. Tout comme personne ne peut te traîner physiquement dans une bagarre, personne ne peut te forcer à supporter le poison verbal de qui que ce soit. Choisis ton atmosphère mentale avec la même détermination que celle avec laquelle tu choisis avec qui tu partages tes secrets. Tu ne dois pas ton énergie à ceux qui ne savent pas en prendre soin. Fais-toi une faveur. Face à l'irrespect, retire-toi avant de te perdre. Je ne négocie pas ma dignité, je l'exerce. C'est la ligne qui sépare ceux qui se respectent de ceux qui se résignent. 6. Défends ton autonomie dans chaque décision. L'autonomie ne se demande pas, elle se défend. C'est la différence entre celui qui dirige sa vie et celui qui la vit en demandant la permission à chaque coin de rue. Rien n'est plus évident qu'un geste de doute lorsque tu es sur le point de prendre une décision. Le regard qui se détourne, la main qui hésite sur le téléphone avant de répondre, le soupir qui s'échappe avant de dire ce que tu veux vraiment. Le corps le trahit avant que la bouche ne dise quoi que ce soit. C'est dans ces petites pauses que les autres perçoivent si tu as le contrôle ou si, au fond, tu attends un signe d'approbation ou une excuse pour te rétracter. Le respect se joue dans ces secondes où tu décides si ta volonté compte ou si tu n'es que le résultat de la pression extérieure. Dans la pratique, défendre ton autonomie est une scène qui se répète dans le quotidien. La réunion où tout le monde attend que tu te joignes à une décision absurde. Le repas de famille où ta façon de vivre est sujet de conversation. Le partenaire qui lance des sous-entendus en espérant que tu changes d'avis. La tension se fait sentir dans l'air. L'attente flotte comme une menace subtile. Il suffit de soutenir le regard, de maintenir la voix ferme en disant « c'est ma décision ». Pas besoin de crier,
ni d'embellir la phrase. Le ton assuré, la posture droite, la pause après avoir parlé, tout communique que ton choix n'est pas ouvert à la négociation. Et oui, l'inconfort peut envahir l'atmosphère, mais à cet instant, on mesure si tu es maître de toi-même ou si tu es prêt à céder ton pouvoir par peur de la désapprobation. Beaucoup confondent autonomie et rébellion vide, mais la différence est évidente lorsque l'on observe les détails. Celui qui agit depuis l'autonomie ne s'agite pas, n'a pas besoin de se justifier et ne cherche pas à convertir qui que ce soit à sa cause. Il décide simplement, maintient sa position et, si nécessaire, répète son opinion sans entrer dans le jeu de la persuasion interminable. C'est la sérénité de celui qui sait que sa propre vie n'est pas à louer. La véritable maîtrise commence lorsque tu es capable de tolérer le silence inconfortable, de supporter les visages fermés ou les commentaires passifs-agressifs sans perdre ton calme. Défends ton autonomie même si la voix tremble, car si tu ne la protèges pas, personne ne le fera. La manipulation émotionnelle se nourrit de tes doutes, de ton besoin d'approbation et des fois où tu te trahis pour éviter le conflit. C'est pourquoi chaque décision est un entraînement. Lorsque tu choisis avec fermeté, même dans un détail minime, tu renforces ce muscle interne qui te permet de maintenir le cap même lorsque tout l'environnement pousse pour que tu plies. L'autonomie n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Ce n'est pas une question de chance, mais de pratique. La prochaine fois que tu sentiras la pression dans la salle, les yeux attentifs, le commentaire insidieux, souviens-toi, ta décision n'a besoin que de ton propre aval, personne d'autre. Je ne cède pas mon autonomie pour plaire, je l'exerce pour vivre en paix. C'est la limite que personne ne franchira si tu ne le permets pas. 7. Assume seulement ta part de responsabilité. J'ai du mal à l'admettre, mais pendant des années, j'ai traîné une culpabilité qui ne m'appartenait même pas. Chaque fois que quelqu'un autour de moi se sentait mal, se mettait en colère ou explosait, mon esprit réagissait instantanément en cherchant où j'avais échoué, quel mot j'avais lâché que je n'aurais pas dû, quel geste m'avait échappé. Mon mécanisme était automatique. Je chargeais sur mon compte le malaise des autres, comme si la paix de tous dépendait de ma précision émotionnelle et de ma capacité à anticiper les désagréments. Le plus pervers, c'est que ce reflet n'était pas de la bonté, c'était de la peur déguisée en responsabilité. Une peur de perdre l'approbation ou de provoquer des conflits, de ne pas être suffisant pour maintenir l'atmosphère tranquille. C'est ainsi que j'ai commencé à assumer le fardeau de chaque crise, chaque déception, chaque réaction exagérée des autres, même si cela était hors de mon contrôle. On finit par croire qu'on a le pouvoir de réguler le monde émotionnel de ceux qui nous entourent, et c'est là que commence le piège. Tu deviens le responsable universel, celui qui vit à demander pardon pour des choses qui ne dépendent pas de lui, celui qui absorbe les culpabilités des autres jusqu'à ce que son identité se déforme. L'esprit est expert pour distordre la limite entre ce qui est propre et ce qui est étranger. On apprend dès le plus jeune âge à lire les visages, à éviter les frictions, à résoudre ce que l'on n'a même pas créé. Le problème, c'est que cet entraînement te rend vulnérable à la manipulation. Il suffit que quelqu'un exprime de la déception ou te fasse sentir que tu lui dois quelque chose pour que toutes les alarmes se déclenchent et la culpabilité s'installe comme une dette que tu ne termines jamais de payer. À ce stade, tu perds la clarté sur ce qui est ta véritable responsabilité et ce qui n'est que le résultat des vides et des attentes des autres. Le piège est subtil. On t'apprend à être une bonne personne à force de porter des culpabilités qui ne sont pas les tiennes. Et tu appelles cela de l'empathie, alors qu'en réalité, c'est de la soumission psychologique. Il y a une différence énorme entre être conscient de tes erreurs et accepter les conséquences, et assumer la tristesse, la colère ou la frustration des autres comme si c'était ta facture en attente. Le stoïcisme coupe de racine cette confusion. Tu es responsable de tes actes, pas des émotions des autres. Cette phrase, simple mais inconfortable, fonctionne comme un filtre mental.
Elle t'oblige à vérifier si ce que tu ressens est une culpabilité légitime ou si tu es simplement en train d'absorber le malaise que l'autre ne sait pas gérer. Assumer seulement ta part de responsabilité est un acte d'honnêteté brutale envers soi-même. Ce n'est pas se désengager ni devenir froid, c'est tracer une ligne interne qui empêche que tu deviennes le dépôt émotionnel de ceux qui ne veulent pas regarder leurs propres erreurs. Lorsque tu acceptes que tu ne peux pas porter les sentiments des autres, tu te libères d'une dette imaginaire. Je ne suis pas responsable de guérir ce que je n'ai pas provoqué. Cette phrase, répétée en silence, te redonne le contrôle sur ton énergie et ta dignité. Apprendre à assumer seulement ta part est un processus inconfortable. Au début, l'esprit sabote. Il t'accuse d'égoïsme, te rappelle les anciens mandats. Mais maintenir cette frontière est le seul moyen de ne pas vivre à genoux devant les attentes et les frustrations des autres. Il ne s'agit pas de se fermer, mais de choisir consciemment ce qui te revient de résoudre et ce que l'autre doit affronter. Le respect de soi commence là. Quand tu cesses d'absorber ce qui n'est pas à toi et que tu rends chaque charge à sa place. La culpabilité des autres n'est pas ta croix. Cette conviction devient ta défense la plus efficace contre la manipulation émotionnelle et c'est le seul moyen de vivre léger, sans dettes qui ne t'appartiennent pas. 8. Préfère l'honnêteté à un accord facile. Aucun accord ne vaut plus que l'honnêteté envers soi-même. Au fond, le besoin de plaire fonctionne comme un piège. Il t'incite à dire oui quand tu penses non, à acquiescer en silence par peur de perdre la connexion, à céder sur ce que tu considères important juste pour maintenir une calme superficielle. Analyser ce mécanisme révèle que, presque toujours, l'accord facile est une forme d'auto-abandon soigneusement déguisée en diplomatie. L'impulsion d'éviter le conflit, de ne pas rompre l'ambiance, découle d'une anxiété très concrète, la peur d'être exclu, d'être perçu comme problématique ou insensible. Mais ce prix, payé maintes et maintes fois, laisse une facture interne qui, tôt ou tard, finit par éroder l'estime de soi et hypothéquer la dignité. L'accord par inertie ne fait que renforcer la manipulation. Lorsque tu choisis d'adoucir ta vérité pour ne pas déranger, tu enseignes aux autres que tes limites peuvent bouger selon la pression du moment. Le résultat ne tarde pas à arriver. Tes décisions deviennent irrélevantes, tes préférences sont minimisées, et lentement, tu deviens le joker émotionnel de ceux qui savent que tu céderas pour éviter la friction. L'honnêteté, en revanche, est inconfortable au début, mais libératrice à long terme. Dire ce que tu penses vraiment, même si l'ambiance se tend pendant quelques secondes, est un acte de respect envers soi-même et envers l'autre. Tu fais clairement comprendre que ta parole a de la valeur et que ta présence n'est ni à vendre ni à louer. L'esprit rationalise l'accord facile avec des excuses sophistiquées. Ce n'est pas si grave. Mieux vaut éviter les problèmes. Je le fais pour le bien commun. En réalité, tu ne fais que reporter le conflit et le transformer en ressentiment silencieux. L'honnêteté coupe ce cycle à la racine. Si tu n'es pas d'accord, dis-le. Si quelque chose ne résonne pas en toi, exprime-le. Si tu préfères garder le silence plutôt que de mentir, fais-le avec fermeté et sérénité. Tu n'as pas besoin de lever la voix ni de chercher l'approbation. Il suffit de soutenir une phrase claire. Je préfère être honnête plutôt que de donner un oui vide. Cette ligne, simple mais percutante, protège ton intégrité de l'érosion constante de l'auto-illusion. Accepter le désaccord est la véritable épreuve de maturité. Le stoïcisme l'enseigne sans détour. Tu ne peux pas contrôler la réaction des autres, seulement la sincérité de ta position. Lorsque tu choisis l'honnêteté, tu ouvres la porte à un respect authentique, même si cela implique un moment inconfortable ou la perte d'un service superficiel. L'authenticité pèse plus que l'approbation éphémère. Chaque fois que tu priorises la vérité sur la commodité, tu entraînes le muscle de la cohérence interne. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui garantit que tu peux te regarder dans les yeux sans honte, ni dette en suspens. L'accord facile est bon marché, l'honnêteté inestimable.
Souviens-toi, celui qui sacrifie la vérité pour appartenir finit par se perdre dans l'essai. Préfère le désaccord digne à la paix fondé sur des mensonges silencieux. 9. Valide ta perception face à la manipulation. Tu es assis devant quelqu'un qui insiste pour t'expliquer pourquoi ta version des choses est erronée. Peu importe si ce que tu as vu, ressenti ou compris est clair pour toi. L'autre te renvoie des phrases empoisonnées comme « cela n'est jamais arrivé »,« tu exagères »,« tu prends toujours tout mal ». Et peu à peu, tu remarques comment le doute s'infiltre dans ta tête comme une fuite. Le manipulateur ne crie pas et ne menace pas, mais il sème peu à peu le soupçon que tes souvenirs n'ont pas de valeur, que ta perception est défectueuse, que ton jugement est entaché par des émotions incontrôlées. Si tu acceptes ce jeu, si tu gobes la fausse humilité de « peut-être que je suis fou », tu remets tout ton pouvoir sur un plateau d'argent. Il n'y a pas d'excuse valable pour laisser les autres réécrire la réalité. Douter de ton propre jugement quand tu sais bien ce que tu as vécu est le premier pas pour devenir un spectateur de ta vie, un figurant sans voix dans l'histoire qui t'appartient. Personne ne te donnera de validation quand tu en as le plus besoin. Si tu attends que l'autre reconnaisse ta vérité avant de la défendre, tu as déjà perdu la bataille mentale avant même de commencer. L'auto-tromperie la plus confortable est de supposer que douter de soi-même est un signe de maturité. Faux. La véritable maturité est de maintenir ta perception même lorsque tout l'environnement insiste sur le fait que tu as tort. Il ne s'agit pas d'être infaillible, il s'agit de ne pas tolérer qu'on te désarme avec des arguments bon marché ou qu'on te convainque que ce que tu as ressenti est une invention. Le gaslighting, cette manipulation subtile qui cherche à te faire douter de ton expérience, est l'outil favori de ceux qui ne supportent pas d'être confrontés à la vérité. Si tu t'habitues à leur donner le bénéfice du doute pendant qu'ils piétinent ce que tu as vu, tu finis par être complice de ta propre annulation. La phrase stoïque pour ce moment est brutalement simple. Je fais confiance à ce que j'ai ressenti et à ce que j'ai vu. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, ni de te justifier excessivement, ni de permettre un débat éternel sur ta capacité à percevoir. Maintenir cette ligne, claire et sans fioriture, est un acte de défense mentale. Celui qui veut te faire douter de toi-même cherche à te contrôler, pas à te comprendre. Valide ta perception, même si personne d'autre ne l'approuve. C'est la sentence qui sépare ceux qui se respectent de ceux qui se laissent emporter par le chantage psychologique. Laisser les autres déformer ton expérience est un investissement émotionnel désastreux. Tu perds confiance, tu gagnes de l'anxiété et tu entraînes les autres à te manipuler rien qu'en levant un sourcil. Si ton premier réflexe face au doute des autres est de demander pardon pour ce que tu as ressenti, tu dois reconstruire ton filtre interne. Tout ce qui dérange l'autre n'est pas de ta responsabilité. Toute critique ne mérite pas d'être traitée comme une vérité universelle. La dignité se forge chaque fois que tu refuses d'avaler une version altérée de ta propre histoire. Si tu es clair sur ce que tu as vécu, maintiens cette clarté. Ne supplie pas de validation, ne mendie pas de compréhension. Celui qui ne respecte pas ta perception ne mérite pas ta confiance. Répète-le autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le muscle de la confiance en soi te soutienne même sous la pression la plus subtile. Ne donne pas d'explications longues. N'entre pas dans le grand théâtre du doute. Défends ton expérience et le reste tombera de lui-même. Personne ne peut te manipuler si ta perception n'est pas à vendre. 10. Pardonne sans perdre tes limites personnelles. Pardonner à quelqu'un qui t'a blessé, c'est comme relâcher une corde tendue que tu tenais serrée entre les dents. Tu ressens un soulagement immédiat lorsque tu détends ta mâchoire, mais sur tes articulations, il reste encore la marque de l'effort. Le pardon, bien compris, n'efface pas les faits ni ne répare les dommages. Il libère simplement le poids que tu traînais. Mais voici la confusion dangereuse. Beaucoup confondent cet acte de lâcher-prise avec l'obligation de rouvrir la porte, de rétablir la confiance et l'accès direct à ta vie, comme si pardonner était synonyme d'amnésie ou de soumission. On le voit dans les gestes. Celui qui t'a blessé sourit avec soulagement,
attendant le signe que tout est revenu à la normale, tandis que toi, au fond, tu sais que quelque chose a changé pour toujours. L'atmosphère se charge d'une attente silencieuse, comme si l'acte de pardonner était le passeport automatique pour que le cycle se répète, pour que l'histoire soit réécrite dans les mêmes termes. La véritable limite apparaît dans ce que tu fais après avoir pardonné. Pas besoin d'explications longues ni de discours sur ce que tu as appris. Il suffit de maintenir une nouvelle distance, claire, protégée. Le corps le comprend avant l'esprit. Tu cesses de répondre immédiatement. Tu filtres ce que tu partages. Tu changes le ton avec lequel tu interagis. Le regard est plus attentif, la voix plus mesurée. Les espaces partagés se réduisent. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'hygiène émotionnelle. Pardonner ne signifie pas laisser la porte sans serrure, ni réinstaller celui qui t'a blessé au centre de ta confiance. La dignité se préserve dans les détails. Un salut cordial mais bref, une conversation qui ne dépasse pas les limites de l'essentiel. Ma paix vaut plus que ton retour. C'est la ligne emblématique que tu devrais tatouer dans ta façon d'interagir après une trahison. En pratique, pardonner avec des limites, c'est tolérer le silence inconfortable qui suit lorsque l'autre personne espère que tout redevienne comme avant et que tu ne cèdes tout simplement pas. C'est supporter la pression des attentes des autres, les tentatives de raviver la complicité, les blagues forcées, les questions insistantes. Les gens se sentent mal à l'aise, se tortillent, cherchent des fissures dans ta posture, mais ton devoir est de rester ferme, sans hostilité, mais sans concession. Le stoïcisme enseigne que tu peux être maître de tes émotions sans être otage des exigences des autres. Ton pardon t'appartient, mais l'accès à ta vie est un privilège, pas un droit acquis. Le manipulateur, s'il y en a un, essaiera d'utiliser le pardon comme levier pour revenir au point de départ, minimisant ce qui s'est passé ou exigeant des preuves de ta maturité émotionnelle. Ici, la phrase courte fonctionne comme un bouclier. Je te pardonne, mais ma limite est non négociable. Pas besoin d'élever la voix, ni de justifier chaque décision. La posture, le ton et la cohérence sont plus éloquents que n'importe quel discours. Le respect de soi se démontre dans la capacité à laisser derrière soi le ressentiment sans redonner la clé de ton bien-être. Pardonner n'est pas oublier, c'est apprendre à protéger l'entrée. C'est la frontière qui protège ta dignité, même lorsque l'environnement réclame la réconciliation à tout prix. Le pardon, bien placé, n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande expression de force lorsqu'il est accompagné de la limite que tu mérites.